docteur en sciences et ingénierie des matériaux, ingénieur civil en mécanique et productique, travaille également en corrélation sur des procédés et microstructures et propriétés pour alliage complexe en conditions hors équilibre, titulaire de plusieurs publications dans des journaux scientifiques, membre de comités scientifiques et sociétés savantes, Jérôme Chufang Chuenzhang nous parle de l'aérospatiale et du génie mécanique. Bienvenue sur la chaîne africaine Vision 4. Quelles sont les formations à envisager pour disposer d'une industrie de fabrication automobile de pointe? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la voiture, c'est comme pour la problématique de l'avion, et c'est même encore plus poussé que pour l'avion. Donc on était parti de ce qui était totalement métallique, et au fil du temps, on remplace les métaux par des composites ou des polymères qui sont plus légers, parce qu'il y a la contrainte aussi de la consommation de carburant, on va dire, et la pollution. Donc, les formations, ou alors donc les composants qu'on peut trouver dans une voiture sont bien sûr métalliques, mais ils peuvent être plastiques et ainsi de suite. Donc, en termes de formation, on peut avoir donc, des usineurs monteurs ou opérateurs. Donc, on peut avoir des gens qui font la plasturgie aussi, donc ça peut être métallique. On peut avoir des soudeurs, ceux qui font la peinture. En fait, le champ est très vaste. L'électronique, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'applications et on tend aussi vers les voitures connectées, et ainsi de suite. Donc, l'électronique, la tech aussi rentre entièrement au jour d'aujourd'hui dans le secteur de l'automobile. Donc, toutes les formations qui peuvent concourir à avoir des compétences dans ces domaines-là sont utiles. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que ceux qui sont déjà fabricants de voitures ont eux-mêmes un carnet de formation qui les intéresse. Et donc, la démarche n'est pas, la plus pertinente ne serait pas de chercher le champ de formation qu'on peut faire, parce qu'il faut aussi noter que dans ce domaine où la concurrence est devenue très forte, il n'y a pas un pays qui puisse prétendre être présent sur différents domaines. Donc, la réflexion peut se faire dans l'autre sens en disant, dans le champ de profil intéressant pour un secteur de données et par rapport à l'environnement existant, où est-ce qu'on se positionne? Et à partir du moment où on répond à cette question-là, on peut effectivement commencer à former des personnes essentiellement dans le domaine où le pays peut apporter la contribution la plus intéressante en comparaison avec d'autres. Ce qui peut dire, donc, fait dire qu'on peut orienter les formations par rapport à ce qui se présentera le mieux pour vendre le pays. Donc, si c'est au niveau de la plasturgie que ce sera plus intéressant d'avoir une fabrication au niveau du Cameroun, alors on va orienter les efforts dans ce domaine-là, même si autour, il y a des métiers connexes qui peuvent être créés. Mais il faut identifier ce qui est le plus pertinent pour se mettre en avant en disant, dans ce domaine-ci, j'ai suffisamment d'atouts pour dire qu'au bout de 5 ans, je suis finalement celui qui est le plus intéressant. Mais il faut noter donc qu'il y a à peu près tous les profils qui peuvent être intéressants, mais ça nécessite une spécialisation en fonction de l'offre qu'on veut faire. Donc il y a un travail d'identification de ce qui est généralement proposé et de positionnement pour dire on est dans ce secteur-ci. Je rappellerai à ce sujet-là qu'il y a quelque chose d'autre qui est intéressant aussi. Ce par quoi j'avais commencé, j'avais parlé des calculs en fait, simulation et calcul numérique. Donc c'est un volet. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que donc, les centres de calcul, il y en a beaucoup en Inde. Donc, Mercedes, par exemple, va vouloir faire des calculs pour ses structures et autres, même moteurs, va délocaliser le calcul dans un centre qui se trouve en Inde. Donc, l'Inde s'est positionnée de ce point de vue-là. D'autres pays le font aussi. Le Maroc commence à le faire aussi. Donc, c'est une compétence pour certaines applications qui peut être délocalisée. Seulement, une fois que je dis ça, il faut noter que l'industriel qui délocalise ses calculs a besoin à un moment donné d'avoir les résultats et de savoir que le transfert ou les résultats seront entièrement sécurisés. Je parlais du cadre légal, mais il y a la propriété intellectuelle. Donc, ce qui se passe avec l'Inde a pu se faire parce qu'il y a eu des accords, notamment sur la propriété intellectuelle et sur le volume aussi à transférer. Donc, pour prendre un exemple simple, on ne peut pas se permettre de faire des calculs parce que les volumes qui sont considérés ici
sont telles que, en termes de data, donc de traitement de données, sont telles que ce n'est pas un tout petit ordinateur qui va le faire, et si on a une coupure d'électricité, ça n'ira pas. Pour prendre un exemple. Au niveau de la propriété intellectuelle, celui qui accepte de transférer ce type d'opération-là a besoin de savoir que les gens qui signent, qui font les calculs, sont tenus par des accords de confidentialité garantis par l'État, qui sont de nature, qui sont de telle sorte que le calcul qui a été fait pour une pièce qu'il est en train d'améliorer ne va pas être refilé à la concurrence aussitôt qu'il aura le dos tourné. Donc, ça revient encore sur la question du cadre légal et ainsi de suite, mais il y a des métiers qui sont délocalisables facilement à partir du moment où on crée l'infrastructure autour. Donc ça peut être des métiers purement techniques, ça peut être des métiers dans l'informatique, dans la tech, ça peut être différentes choses. Et notez aussi qu'au niveau de l'infrastructure, même si le Camerounais ne se rend pas toujours compte, le Cameroun dispose de la fibre optique. Donc en termes de volume de transfert de data, a priori, il y a une infrastructure qui peut convenir. Il faut encore que le reste suive. Il faudrait que le reste suive. Donc, les métiers ou les formations, pour le dire encore en synthèse, je dirais dans l'offre de ce qui est l'industrie automobile, il faut une réflexion sur qu'est-ce qui est proposé, et puis quels sont les atouts que le Cameroun peut avoir, mettre en avant, et alors, après avoir identifié ces points spécifiques-là, faire ce qui convient pour se rendre attractif. C'est tout un ensemble. Faire ce qui convient pour se rendre attractif en commençant par l'impulsion de l'État. Je rappelle en insistant là-dessus que les projets dont on parle ici ne peuvent pas être de nature à l'échelle d'un petit entrepreneur. Ce n'est pas possible. C'est des projets qui se négocient d'État à État et parfois d'État avec des partenaires d'un ensemble de régions comme l'Union européenne, en fait un ensemble de pays. Si l'État ne s'engage pas, c'est des collaborations qui ne sont pas possibles du tout. Donc on pourra toujours avoir comme ceux qui travaillent au camp Yabassi, ok, mais il ne faut pas oublier un autre aspect aussi, c'est la qualification des pièces. Donc ce que je dis ici, c'est des accords qui permettent de fabriquer des pièces, mais qui sont qualifiées avec des normes qui sont relativement strictes et qui permettent alors que les pièces retournent sur le marché ou équipent des véhicules qui ont été qualifiés. Mais pour ça, il faut que l'État soit au départ, impulse, et aussi l'État soit au contrôle et donne des garanties. Et derrière aussi, on peut inciter les entrepreneurs à travers tout ce processus-là. Mais c'est l'État qui a la mainmise, c'est l'État qui a la manœuvre, et tous les autres, après les autres acteurs, s'inscrivent dans une démarche qui a été impulsée par l'État. Concrètement, est-ce que vous pensez que le Cameroun peut avoir une marque de voiture Made in Cameroun? Donc, dans le cadre des voitures étiquetées africaines, il faut noter que le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud proposent des modèles de voitures avec de marques propres locales. Bon, je ne dirais pas que le moteur ou certains éléments sont forcément d'origine africaine, mais il y a des collaborations qui permettent d'arriver à des modèles adaptés avec des marques propres. Mais autant je dis ça, autant je dois dire que effectivement, donc si la question c'est de savoir si c'est possible, c'est possible. Il y a un cadre qu'il faut trouver, c'est possible. Maintenant, le cadre qui permet d'arriver à une voiture est tel qu'on commence d'abord par faire ce que quelqu'un d'autre avait fait. Le Nigeria dont j'ai parlé, il y en a qui pourront peut-être s'en souvenir, a fabriqué dans le temps des Renault 12 et des Peugeot 504. Donc, fabriquer, c'était le montage et assemblage. Donc, c'est la première des choses qu'un fabricant de voitures, qu'un constructeur de voitures accepte de délocaliser. Donc, mais il faut commencer par ça avant de faire son modèle propre. Parce qu'on a besoin, c'est un secteur qui est tel qu'on doit se faire la main. Et il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait et qu'on corrige parce qu'on a la pratique industrielle. Donc, il n'est pas possible de créer un modèle à partir de quelque chose qui n'existe pas. Je vais prendre pour ça l'exemple qui a été vu à un moment donné d'un artisan, je l'appellerai artisan, qui a fait une voiture en fait. Donc qui a assemblé et monté une voiture au Cameroun, c'est passé à la télé. Je crois qu'il y a encore des capsules qu'on peut voir là-dessus. Donc ça, je dirais, c'est la créativité de l'artisan. Des choses de ce type-là sont toujours possibles. Mais je fais la différence entre la créativité d'un artisan pour une espèce de prototype tel qu'on a pu le voir, avec une voiture
fabriqués en grande quantité et qui roulent tout le temps et qui apportent la satisfaction à ses usagers. Je vais donc apporter une précision à ce sujet-là. Donc la voiture de l'artisan, qui est un assemblage en fait mécano-soudé, dans lequel il met un moteur qu'il n'a pas fabriqué, mais qui est un moteur d'une ancienne voiture, mais sa créativité va dans les pièces qu'il assemble, est telle que cette voiture-là qu'il propose n'a pas de garantie que sur la durée. Donc on va dire quelqu'un commence à rouler avec, au bout d'une année, qu'elle n'aura pas de problèmes, qu'elle ne va pas se casser, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses. Que si on fait un accident, donc une voiture, en fait, on doit la qualifier. On doit la qualifier sur un banc, en faisant des tests et des essais. Je dois dire à ce sujet-là que la Tunisie est parvenue, au jour d'aujourd'hui, à avoir un banc d'essai. Un banc d'essai pour l'automobile. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc on doit qualifier des voitures. Donc il y a une différence entre une fabrication qu'on fait comme ça dans un atelier et la production de masse pour le grand public. Parce que là, il faut qualifier les pièces. Ça peut être en termes de résistance, de structure, et ainsi de suite. Donc, avant de parvenir à avoir une voiture faite entièrement dans un pays, peu importe lequel, j'avais cité la Corée comme premier exemple, avec une inspiration Opel Kadett chez Daewoo. Et aujourd'hui, les Coréens ne demandent plus rien à personne, ils sont capables de créer leur propre voiture qu'ils vendent partout dans le monde. Eh bien, il faut commencer par s'inspirer de quelque chose qui existe. Et puis, se faire la main, développer l'écosystème autour, puis s'intéresser alors à ce moment-là au marché local, parce qu'au début, c'est souvent pour l'exportation, et alors créer, à partir de l'expérience qui a été accumulée, quelque chose qui sera entièrement camerounais. Même si dans l'absolu, quand on dit qu'une voiture est d'un pays, il faut savoir que, comme une voiture, c'est beaucoup de composants, au jour d'aujourd'hui, ce qui fait la paternité même d'un modèle de voiture, c'est le design et c'est la motorisation. Le reste, les constructeurs sont capables de délocaliser et de faire concevoir ailleurs. Ou d'exiger, en fait, en termes de qualité ou de finition, qu'on leur produise ça ailleurs. Donc, je veux prendre un exemple à nouveau. Chez Volkswagen, le grand groupe Volkswagen, qui va de la marque Audi, de très haut de gamme, jusqu'à Skoda, qui est tout en dessous, en passant par Volkswagen même, et puis Seat, eh ben, on va avoir les mêmes plateformes pour produire des voitures, des châssis, puis on va faire des différences au niveau de qualité des composants et puis des finitions. Donc l'habitacle à l'intérieur n'aura pas le même niveau de finition chez Audi que ça ne sera chez Seat ou chez Skoda par exemple, ainsi de suite. Et donc les phares par exemple, Audi ne se tracasse pas ou le groupe Volkswagen ne se tracasse pas de concevoir un phare. Il va le commander chez un fabricant de phares. Donc même si ce fabricant n'est pas nécessairement allemand, ce n'est pas un problème. Par contre, il doit avoir la pérennité sur son moteur et sur le design de sa voiture. Donc, surtout qu'on est en train de basculer au jour d'aujourd'hui dans la motorisation électrique. Et donc, de nouveau, ils s'orientent vers la R&D concentrée, en fait, sur la fabrication des futurs moteurs électriques, hybrides, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, la voiture, quand on dit fabriquée dans un pays, il faut aussi noter que le fabricant insiste sur certaines choses qui sont propres à lui et qui ne peut pas délocaliser, parce que c'est son core business. Et puis, il y a d'autres choses qu'il accepte de faire à l'extérieur. Ça peut concerner les pneus aussi. Voilà, en l'occurrence. Selon vous, est-ce que le Cameroun pourra se doter de laboratoires de recherche de pointe dans le domaine de l'aérospatiale et du génie mécanique? Et sur la possibilité, on l'a. La volonté, c'est une deuxième chose à mettre en avant et puis développer après les capacités. Donc, si la question est de savoir si c'est possible, je dirais oui, c'est possible. Maintenant que j'ai dit ça, je n'ai pas du tout répondu à l'entièreté de la question parce que avant, entre la théorie, en fait, on va dire ça simplement comme ça, et la pratique, dans la concrétisation sur le terrain, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Donc, en parlant de laboratoire en fait, de pointe, il faut noter une chose, de nouveau, le laboratoire se crée avec des moyens, il faut avoir des moyens à disposition, les outils qu'on a dans les laboratoires, ça peut être un banc d'essai, ou ça peut être des outils de qualification et de caractérisation, ce sont des outils qui sont coûteux. Donc, ces outils-là peuvent être achetés à partir du moment où on a défini un cadre, dans lequel on pourra avoir des collaborations et surtout un taux d'utilisation
intéressant, parce qu'il ne suffit pas de faire des éléphants blancs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un budget pour acheter un appareil, puis l'acheter et le déposer là. Non. Il faut qu'il soit utilisé. Mais il sera utilisé si et seulement si on se retrouve en fait, comme je disais, dans un écosystème pour lequel l'appareil qui a été utilisé répond à un besoin qui a été identifié par l'atelier qui était sur le côté, lequel atelier va être le premier à être intéressé par des prestations avec cet outil-là, puis l'outil en question qui aura besoin d'utilisateurs pour lesquels on va donc développer une compétence, mais aussi qui aura besoin d'entretien et de maintenance pour lesquels on va développer des compétences connexes, va être tel que l'outil en lui-même acheté va permettre de développer sur place d'autres choses aussi. Mais je dis bien, il faut qu'il soit acheté dans un cadre qui correspond à un besoin. Donc l'équipement qu'on peut faire dans un laboratoire, parce que c'est coûteux, doit venir répondre à une demande qui a été identifiée et qui rentre dans un cadre d'ensemble. Donc au début, ça peut être des centres spécialisés. Mais on a aussi la possibilité d'équiper des institutions de formation de type université ou haute école. Ça va aussi dans ce cadre-là, même si l'usine, parfois, donc les industries, parfois commencent par s'équiper. Mais si on définit le cadre, alors il va sans dire que la prolongation naturelle, c'est l'équipement de laboratoires, de centres de recherche, d'universités et de haute école. Mais ceci rentre dans un cadre défini. J'insisterai toujours dessus, ça doit rentrer dans un cadre défini. Donc, on ne va pas acheter un appareil coûteux avec des budgets qu'on s'est efforcé de consolider pour ne pas en faire un usage qui conviendrait. Donc, on peut s'équiper d'appareils de laboratoire, mais ces appareils-là viendront seulement parce qu'on a déjà enclenché un autre processus qui est celui de pouvoir attirer des personnes qui vont venir sur place faire fabriquer des pièces pour lesquelles on aura besoin de caractérisation et de qualification à partir des outils qui équiperont les centres de recherche et les laboratoires. Le Cameroun dispose des matières premières. Quel est le potentiel en matière d'emploi? Le Cameroun a le potentiel pour faire autant, si pas plus, avec tous les atouts qu'il a. Autant, si pas plus. Potentiel. Entre le potentiel et la réalité, il y a quelque chose encore qui est du domaine du processus qu'on met en œuvre pour créer le cadre. Donc, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que dans la transformation des produits pour avoir la valeur ajoutée, je dirais, et qui garantit la richesse, nous pouvons être consommateurs de certains produits, donc ce n'est pas nécessairement pour l'exportation, mais en termes d'emploi, le potentiel, en termes d'emploi, des économistes peuvent le chiffrer à partir de dispositifs définis ou quelque chose comme ça. Mais ce que je dirais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas simplement celui qui travaille à la fabrication d'une pièce qui est considéré quand on parle d'emploi. Il y a tout autour des autres métiers qui sont générés. Il y en a plein. Donc pour un métier, un emploi direct en général, en tout cas dans le secteur de l'automobile, pour un emploi direct, ça veut dire si c'est une société de montage de véhicules, et si on la chiffre à 1 millier d'employés, on peut avoir jusque 10 fois plus. 10 fois plus d'emplois indirects. 10 fois plus d'emplois indirects. Donc, je dirais, c'est une espèce de... Moi, j'appelle ça le cercle vertueux, en fait. L'économie de rente nous inscrit, avec ses dérives et ses déboires, dans quelque chose qui est plutôt vicieux. Il faut qu'on s'inscrive dans un cercle vertueux où on crée la richesse par la valeur ajoutée. Et alors, on augmente et on améliore les conditions de vie des gens et le niveau de vie, en fait, d'une manière générale. La valeur ajoutée est dans la transformation. Selon vous, faudrait-il investir et comment, vu de la diaspora? Les investissements viennent d'autant plus facilement qu'on crée des incitants et qu'on crée un cadre. La diaspora peut être un des intervenants dans ce domaine-là, mais pas que. On peut avoir des investissements étrangers beaucoup plus massifs que ce que la diaspora seule peut faire, même si elle peut contribuer. Mais si le cadre est défini, alors s'il peut avoir un intérêt. Maintenant, de quelle manière on peut le faire? Je veux le dire déjà en m'appuyant sur le domaine dans lequel je suis et à partir des expériences que je vois et du fonctionnement qu'on a l'habitude, auquel on est souvent confronté. Donc, d'un point de vue de l'université, je dirais ça comme ça, de l'université ou alors de l'académique,
Ce qu'on voit en général qui permet de concourir au progrès technique, c'est des projets cadres subventionnés par l'État qui identifient des secteurs et pour lesquels il met en collaboration les scientifiques et les industriels. Donc il y a des appels à projets qui sont faits, donc c'est l'État qui est derrière et qui met une partie des fonds, l'industrie pouvant contribuer aussi, en général avec enthousiasme, parce que ça permet de conforter les positions et d'innover, ce qui est toujours le challenge permanent. Donc, il y a au niveau des investissements quelque chose qui se fait d'abord par l'État et qui met en relation du personnel scientifique et qualifié avec des industriels qui, en collaborant, permettent d'améliorer ce qui est transformation. On va dire ça comme ça. Donc l'outil existant, mais ça peut être des nouveaux produits aussi. Donc ça, c'est un volet de l'investissement impulsé par l'État. Au jour d'aujourd'hui, de ce que je connais du Cameroun, ce n'est pas un mécanisme qui est activé. Ce mécanisme n'en est pas activé. De nouveau, il faut un cadre pour pouvoir le faire. Mais ça, c'est un mécanisme connu, déjà outillé et suffisamment éprouvé. Donc, à partir du moment où on met le cadre, on peut le faire. Il y a autre chose qui se fait au jour d'aujourd'hui, dans l'immédiat, et qui peut aider à acquérir des compétences, en termes de collaboration aussi, qui fait intervenir la diaspora. Je dirais, qui fait intervenir ou pas. Maintenant, ce qui se passe aussi, la diaspora est inscrite dans des entreprises et dans des centres de recherche ou au niveau académique, et il y a des collaborations qui peuvent se faire pour des stages, pour des travaux de recherche. Je dois cependant dire que dans ce cadre-là, si on considère des personnes qui doivent venir du Cameroun notamment, il est important, une fois de plus, qu'au niveau des autorités, les accords cadres soient définis et signés pour rassurer les partenaires et permettre que les collaborations se fassent. Je prends cet exemple pour dire quoi de manière concrète. Le jeune Camerounais, titulaire d'une maîtrise, par exemple, ou d'une licence, peu importe, maîtrise, s'il dit qu'il veut faire un troisième cycle ou un doctorat dans un domaine intéressant, pour deux pays, ça peut être, ce n'est pas pour le pays où il va le faire nécessairement, mais ça peut être aussi valable pour le Cameroun. Eh bien, le doctorat, par exemple, coûte cher, ça coûte de l'argent. Parce que les travaux qu'on fait autour sont coûteux. En général, le fonctionnement, ça a un coût. C'est le coût qu'on met dans la recherche scientifique. Donc, de manière concrète, le jeune Camerounais désireux de se former ou de parfaire sa formation à l'étranger dans un troisième cycle aura besoin d'accords cadres. Pourquoi? Parce que s'il veut bénéficier d'une bourse, il faut que l'État du Cameroun ait fixé le cadre qui permet qu'il bénéficie de la bourse, parce que le doctorant doit être payé. S'il n'y a pas ce cadre défini, il ne pourra pas venir. Donc, autre chose aussi à noter, c'est que les collaborations, par exemple, peuvent se faire entre entités. Donc, on peut avoir une collaboration entre institutions académiques, l'Université du Cameroun et les universités de l'étranger, pour faire des ponts. De nouveau, c'est quelque chose qui peut être incité à l'échelon supérieur, ce qui peut permettre d'avoir des échanges aussi. De ces échanges-là naissent des collaborations, et c'est parce qu'on a commencé à collaborer que la confiance se crée, et parce que la confiance se crée, on peut aller plus loin, y compris ramener des industriels aussi par la suite. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire pour le moment au niveau académique, mais ça nécessite en général l'impulsion ou l'aide des autorités qui permettent de fixer le cadre. Je prendrai un exemple encore plus concret. C'est sur la collaboration ou la coopération, en fait, on va dire ça comme ça. Même si je ne m'inscris pas nécessairement dans la coopération permanente ou perpétuelle, parce que les résultats n'ont pas toujours été intéressants, mais il existe au niveau bilatéral des accords de coopération entre différents pays. Ça peut être le cas avec la Belgique, c'est le cas avec la France ou l'Allemagne. Si je prends que le cas de la Belgique, c'est une coopération qui est telle qu'ils ont une enveloppe globale, budgétaire globale, dans laquelle on considère que c'est la coopération. Mais les États ont la possibilité de demander que dans cette enveloppe-là, un certain pourcentage symbolique, je peux même dire, ça peut être de l'ordre du pourcent, voire moins,
parce que ce qui est demandé pour la recherche à ce moment-là n'est pas aussi considérable, soit orienté vers la formation et la qualification de jeunes diplômés camerounais. Mais si c'est défini au départ, ça facilite le déplacement de ces personnes-là qui peuvent après s'inscrire ou s'insérer dans un tissu en création au niveau du Cameroun. Donc, la diaspora peut aussi aider, et elle le fait déjà, en donnant des cours. Donc, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui se déplacent pour aller épauler les institutions existantes, pour donner des cours à leurs jeunes frères et jeunes sœurs en formation. Et je dois cependant noter que pour ce qui est du métier de l'ingénieur, pour ce qui est des métiers d'ingénieur, si les déplacements sont valables pour tout, pour ce qui est du métier d'ingénieur, il faut malheureusement qu'à côté de la formation théorique, qu'il y ait des labos équipés. C'est-à-dire que l'ingénieur, le labo, même si c'est l'informatique, il faut qu'il y ait des labos équipés. Le métier d'ingénieur ne se conçoit absolument pas du tout sans un volet pratique. Ce n'est pas possible du tout. Donc, de ce point de vue-là, il y a des investissements qu'il faudrait faire dans l'équipement. Il y a des investissements qu'il faudrait faire dans l'équipement pour la formation. C'est ici que s'achève ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.